Le plus grand mensonge qu'on t'a raconté sur la prospérité, c'est qu'elle naît de l'étroitesse, que la sécurité est synonyme de serrer plus fort, que plus tu te contractes, plus tu te protèges. Sauf qu'il existe une loi silencieuse derrière tout ce qui bouge dans la vie, et elle ne négocie pas avec la peur. Elle ne s'émeut pas de tes justifications. Elle répond seulement au schéma que tu maintiens. Et c'est là que commence le laboratoire. Si tu observes ta vie avec froideur, tu verras que ton argent, ton amour, ta santé et même tes opportunités obéissent au même mécanisme. Entrée et sortie, inspiration et expiration, marée qui avance et marée qui recule. Et la personne qui essaie de retenir son souffle meurt, non pas parce qu'il manque d'oxygène dans le monde, mais parce qu'elle a interrompu le cycle. Voilà le point que l'esprit ordinaire n'accepte pas, parce qu'il a été entraîné à survivre, pas à circuler. Il appelle prudence, ce qui spirituellement est un ordre de pénurie. Tu le sens dans ta peau quand tu paies une facture. Ce n'est pas le chiffre qui fait mal, c'est le sens que tu mets dans l'acte. La facture devient une sentence, le paiement devient une perte. Et au fond, ce que tu dis à la partie la plus profonde de ton esprit est simple. Ça s'en va, et peut-être que ça ne reviendra pas. Sauf que le subconscient ne comprend pas « peut-être ». Il comprend la direction. Il enregistre le climat. Il grave le ton. Il grave l'histoire. Et ensuite, il organise ta réalité pour que l'histoire colle au ton. Si ton ton est danger, la vie va commencer à t'apporter des preuves de danger, parce que l'esprit veut de la cohérence. Il veut une raison. Il veut confirmer ce que tu as déjà décidé à l'intérieur. Et c'est pour ça que tant de gens travaillent plus, gagnent plus, mais restent serrés à l'intérieur. Parce que la prospérité n'est pas un chiffre sur un relevé, c'est une ingénierie de circulation dans la conscience. Et là, tu vas sentir un inconfort sain parce que le laboratoire du sacré ne te vend pas de fantaisie. Il n'existe pas de « dépense tout et fais confiance », comme si l'univers était un distributeur automatique mystique. Ça, c'est de l'auto-illusion. Et l'auto-illusion est un sortilège bon marché qui coûte cher. La loi est plus précise que ça. La question n'est pas « est-ce que tu dépenses beaucoup ou peu ?» La question est « tu dépenses depuis quelle identité? Avec quel esprit? Avec quelle prononciation intérieure ?» Parce qu'il y a une façon de payer une facture en esclave et une façon de payer une facture en administrateur d'une force plus grande. Il y a une façon d'acheter de la nourriture comme si tu perdais de la vie, et une façon d'acheter de la nourriture comme quelqu'un qui nourrit le temple et maintient le canal ouvert. Le même acte, deux univers. Le même argent, deux codes. La peur de dépenser, presque toujours, ce n'est pas à propos d'argent, c'est à propos de la confiance dans la vie. C'est l'enfance qui a vu l'instabilité et a appris que le monde te retire le tapis. C'est la famille qui répétait « l'argent ne pousse pas sur les arbres » jusqu'à ce que la phrase devienne une prière sombre. C'est la culpabilité, parce qu'à un endroit, tu as associé prospérité à égoïsme ou plaisir à punition. Et alors, tu essaies d'être bien en te protégeant de ton propre bien. Tu t'appelles responsable, mais à l'intérieur, ton système nerveux est en guerre, et une conscience en guerre ne maintient jamais le flux. Elle maintient la vigilance. Elle monte la garde. Elle garde les mains fermées. Et des mains fermées peuvent retenir un temps, mais elles ne reçoivent pas, non pas parce que Dieu t'a refusé, mais parce que tu es devenu un récipient sans espace. Un verre plein d'anxiété ne boit pas une eau propre. Alors, le premier chapitre de l'expérience est celui-ci. Regardez en face ta relation avec la sortie. Tu n'es pas bloqué parce qu'il manque des entrées. Tu es bloqué parce que chaque sortie devient un drame. Et le drame n'est pas seulement émotionnel, il est métaphysique. Le drame est un ordre, la plainte est un ordre, la malédiction que tu jettes sur une facture est un ordre. Tu peux ne pas y croire, mais teste. Observe comment tu parles quand l'argent sort. Observe la contraction dans la poitrine. Observe la colère comme si quelqu'un te volait. Et ensuite remarque ce que tu entraînes. Tu entraînes ton subconscient à associer circulation et menace. Le subconscient, pour te protéger, commence à réduire les situations de circulation.
Il réduit le mouvement, il réduit les invitations, il réduit le courage, il réduit la créativité. Tu deviens plus rigide, plus prudent, plus réactif. Et la vie, qui répond à ton état, devient plus étroite. Et alors tu dis, tu vois, j'avais raison. C'est comme ça que le cycle de pénurie s'auto-alimente. Si tu dois comprendre une seule image aujourd'hui, que ce soit celle-ci, tu n'as pas besoin d'être le coffre, tu dois être le canal. Le coffre est statique, et tout ce qui est statique pourrit à l'intérieur, même si ça brille à l'extérieur. Le canal est vivant, le canal est utile, le canal a un but, et l'univers, par loi, alimente ce qui a une fonction. L'énergie cherche un chemin, l'abondance cherche une route. Et ce qui bloque la route, ce n'est pas le manque d'opportunités dans le monde, c'est l'identité serrée qui dit « je ne peux pas, je ne dois pas, ça ne marche pas, ça va manquer ». À partir d'ici, dans le prochain bloc, nous allons couper le centre de l'illusion avec une lame simple. Pourquoi ton « je garde pour le pire » peut être en train d'enseigner à ton système à produire le pire, et comment transformer la prudence en pouvoir sans tomber dans l'irresponsabilité. Tu vas te rendre compte que beaucoup de sécurité est en réalité une prière pour le désastre, et quand tu verras ça, une clé tournera en toi. Le monde respecte les cycles. L'arbre laisse tomber ses feuilles et ne panique pas. La mer recule et ne convoque pas une réunion d'urgence. Le poumon se vide et ne fait pas le deuil de l'air qui est sorti. Seul l'être humain, hypnotisé par le passé, essaie de geler le flux et appelle ça maturité. Et c'est précisément là que la loi commence à te serrer, non comme punition, mais comme conséquence. Parce que tout ce qui est vivant exige circulation. Quand tu interromps, tu crées de la pression. Et la pression interne fuit toujours quelque part. Anxiété, irritation, insomnie, impulsion, autosabotage. Tu crois économiser de l'argent, mais tu paies avec la paix. Il y a un point précis où presque tout le monde trébuche. La façon dont il nomme son propre futur. La personne dit « j'ai besoin d'une réserve pour les urgences ». Et elle répète ça tellement de fois que ça devient un décret. Le subconscient, machine à cohérence, commence à chercher l'urgence pour justifier l'existence de cet hôtel. Et je sais que ça peut sembler provocateur, alors on va laisser ça au laboratoire et sortir de la superstition. Personne ici ne te dit de ne pas épargner. Personne ici ne te pousse vers la dette, l'impulsivité, la folie déguisée en foi. Ce que je dis est plus technique et plus dangereux pour l'ego. Le problème n'est pas la réserve. Le problème, c'est la fréquence que tu y déposes. Tu peux épargner avec révérence pour l'opportunité ou tu peux épargner comme un culte à la peur. Le montant peut être identique. Le résultat intérieur et extérieur change complètement. Parce que l'esprit ne crée pas seulement par action, il crée par attente. L'attente est l'aimant. Si tu épargnes en t'attendant à ce que quelque chose casse, tu entraînes un radar de casse. Tu vois des menaces partout, tu te rétractes, tu négocies avec la vie comme si elle allait te punir. Et cet état répété devient une personnalité. Et une personnalité devient un destin. Voilà le niveau que peu de gens acceptent d'assumer. Tu ne gères pas seulement de l'argent, tu gères des significations. Et la signification est une graine. Le mot que tu utilises est une graine. La prière que tu répètes en silence est une graine. Alors voici un virage simple qui change l'équation sans détruire ta responsabilité. Tu n'épargnes pas pour des urgences, tu épargnes pour la liberté. Tu n'épargnes pas pour le malheur, tu épargnes pour l'expansion. Tu n'épargnes pas pour le jour où la vie t'attaquera, tu épargnes pour le jour où la vie t'invitera. Et au début, ça ressemble à un simple jeu de mots. Mais ce n'en est pas un. Le mot est un moule. Le mot est un ordre. Le mot est la forme que l'esprit utilise pour organiser l'énergie. Quand tu commences à traiter ta réserve comme une réserve d'opportunités, tu entraînes ton subconscient à percevoir les opportunités. Tu ouvres le champ, tu changes le filtre,
Et quand le filtre change, le monde change, parce que tu commences à agir autrement, à choisir autrement, à voir autrement. La loi n'est pas mystique, elle est correspondance. L'intérieur imprime l'extérieur. Maintenant vient la partie qui sépare le laboratoire du cirque. Beaucoup confondent circuler avec brûler. Ils confondent foi avec impulsion. Ils confondent être un canal avec ne pas avoir de discipline. C'est du bruit émotionnel, et le bruit émotionnel est le paradis de l'auto-illusion. Ce que nous allons construire ici est autre chose. Une conscience du flux avec des limites claires. Tu honores tes priorités. Tu paies ce qui doit être payé. Tu ne crées pas de dette comme preuve de spiritualité. Tu ne te mets pas en danger pour sentir que tu fais confiance. Le canal n'est pas une fuite. Le canal a des berges. Le canal a une direction. Le canal a un but. Et le but transforme la sortie en graine au lieu de la sortie en blessure. Alors le deuxième chapitre, c'est ça. Discipliner la sortie pour qu'elle porte un sceau intérieur différent. Le même billet, un rituel différent. Le même supermarché, un état différent. Le même loyer, une identité différente. Parce qu'au moment de la transaction, ton esprit enregistre. Et ce qu'il enregistre devient programmation. Si à chaque sortie tu dis « en faire encore une », tu entraînes l'enfer. Si à chaque sortie tu dis « je maintiens mon monde en mouvement », je bénis ce flux, j'honore cette circulation, je choisis d'être un agent d'ordre, tu entraînes l'ordre. Ce n'est pas romantiser, c'est diriger, c'est choisir le code de l'acte. Et oui, il y aura un intervalle, un espace où tu lâches et tu ne vois pas encore le retour. Et cet intervalle, c'est là où l'ego te teste. Il regarde le vide et l'appelle pauvreté. Il regarde le tiroir plus léger et l'appelle menace. Il regarde le compte plus bas et l'appelle désastre. Cet intervalle n'est pas une punition, c'est une incubation. C'est le temps de réorganisation du monde matériel. Et c'est là que la plupart échouent. Ils créent de l'espace et, par inconfort, le remplissent de déchets. Ils achètent des choses inutiles pour sentir qu'ils ont. Ils acceptent des miettes pour ne pas affronter le silence. Ils reviennent à l'ancienne habitude pour calmer l'anxiété. Et ils détruisent le vide avant qu'il fasse son travail. Dans le prochain bloc, nous allons entrer dans la technique du laboratoire. Comment créer un vide propre sans tomber dans un radicalisme irresponsable. Comment soutenir l'intervalle sans paniquer. Et comment faire de ton propre langage le déclencheur qui maintient la circulation ouverte. Et je vais te montrer le poison qui ferme la valve immédiatement, même quand tu crois penser positif. Il y a un type de personne qui prie, affirme, visualise, fait tout comme il faut sur le papier. Et pourtant, la vie reste bloquée. Elle a l'impression de se cogner à un mur invisible. Et quand tu observes avec précision, tu découvres que le mur n'est pas externe. Le mur est une habitude émotionnelle cachée, une sorte de malédiction élégante que la personne lance sans s'en rendre compte. Elle paie et condamne. Elle reçoit et se méfie. Elle achète et se culpabilise. Et la culpabilité est un impôt spirituel silencieux. Tu peux appeler ça vibration, état, empreinte, atmosphère intérieure. Le nom importe peu, l'effet est le même. Tu transformes l'argent en conflit et le conflit casse le circuit. Alors maintenant, au laboratoire, faisons quelque chose de très précis. Sortir l'argent du territoire moral et le mettre dans le territoire mécanique. L'argent n'est ni saint ni démon. Il est un véhicule d'échange. Il est un symbole qui fait circuler la valeur. Et sur le plan intérieur, il devient un miroir. Il montre où tu fais confiance et où tu te contractes. Il montre où tu te sens digne et où tu te sens coupable. Il montre où tu essaies de contrôler la vie par peur. C'est pourquoi la reprogrammation ne commence pas par gagner plus. Elle commence par changer la façon de gérer ce qui existe déjà. Parce que le schéma que tu as aujourd'hui est le schéma que tu emporteras demain. Si demain il tombe davantage, tu serreras davantage, et tu souffriras davantage, et tu diras que la prospérité ne marche pas.
Ce n'est pas la prospérité qui échoue, c'est l'opérateur qui est en court-circuit. Le troisième chapitre est le protocole du flux, mais pas comme un mantra vide, comme une ingénierie d'empreinte. Il existe un moment de gravure maximale dans le subconscient, l'instant où l'argent sort de ta main. C'est là que ton corps réagit. C'est là que ta gorge se serre. C'est là que ton esprit commente, et le commentaire devient décret. Si tu veux changer le schéma, c'est là que tu interviens. Pas après, en essayant de réparer avec une affirmation générique. Dans la seconde exacte de l'acte, le laboratoire travaille à la précision de la seconde, parce que le subconscient est littéral. Tu fais un achat simple, tu paies une facture simple, et immédiatement tu observes l'impulsion de te plaindre. Le vieux « Oh mon Dieu » automatique. Et c'est précisément ce « Oh mon Dieu » qui maintient Dieu loin dans ton esprit, comme si la vie t'enlevait toujours quelque chose. Quand tu interromps ça, tu ne fais pas semblant d'être heureux, tu te repositionnes comme cause. Tu dis « Je choisis le sens de cet acte ». Tu bénis le flux, non comme superstition, mais comme direction intérieure. Tu reconnais que ce qui sort ne disparaît pas. Ça circule, ça nourrit une chaîne, ça génère des retours indirects. Et surtout, ça entraîne ton système à ne pas basculer en mode survie à chaque transaction. Mais je dois être brutalement clair. Ce n'est pas une invitation à dépenser pour compenser émotionnellement. Si tu utilises l'achat comme anesthésie, tu ne circules pas. Tu te dopes. Et le dopage n'est pas du flux, c'est de la fuite. Le flux, c'est la présence. Le flux, c'est le choix. Le flux, c'est l'alignement avec des valeurs. Quand tu achètes pour combler un vide intérieur, tu essaies de remplacer de l'énergie par un objet. Et ça échoue toujours, parce que le vide est d'identité, pas de consommation. Le protocole du flux demande de la lucidité, dépenser ce qui tient, donner ce qui est possible, investir dans ce qui augmente ta capacité et faire tout ça avec une conscience qui ne maudit pas sa propre vie. Et là, entre une expérience puissante, créer du vide physique pour enseigner le vide mental. Tu regardes ta maison et tu vois où il y a accumulation sans amour, des choses gardées par peur, des vêtements gardés au cas où. Des objets qui portent l'énergie du passé, de la déception, d'une ancienne version de toi. C'est ton subconscient matérialisé. Tu n'as pas besoin de transformer ta maison en caverne vide. Tu dois éliminer ce qui est résidu émotionnel. Et quand tu lâches avec gratitude, au lieu de lâcher avec rage, quelque chose change. Parce que lâcher avec rage, c'est lâcher en guerre. Et la guerre appelle la guerre. Lâcher avec gratitude, c'est lâcher en paix, et la paix appelle la paix. L'univers, par loi de correspondance, rend selon la même qualité d'état avec laquelle tu ouvres de l'espace. Le vide, pourtant, exige une chose rare, la capacité de soutenir l'intervalle. Tu donnes, tu nettoies, tu fermes des cycles, et pendant un temps, ça semble plus vide, ça semble moins. C'est là que l'ego te hante. Il dit « tu as été bête ». Il dit « tu t'es exposé ». Il dit « personne ne va te tenir ». Et si tu y crois, tu cours remplir. Tu remplis avec les mauvaises personnes, tu remplis avec des achats inutiles, tu remplis avec des excuses, tu remplis avec de vieilles routines, et tu tues l'expérience. Dans le prochain bloc, je vais te conduire vers la partie qui transforme tout en identité. Comment cesser d'être quelqu'un qui essaie de retenir le monde et devenir quelqu'un par qui le monde circule. Et je vais te montrer pourquoi l'univers teste avec de petites sommes et de petites opportunités avant d'ouvrir un courant plus grand. Le test n'est pas moral, il est mécanique. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de supplier et tu deviens fiable. Il existe une question qui décide du volume de ta vie. Es-tu un point final ou un point de passage? Parce que la vie, quand elle trouve un point final, accumule, pourrit, pèse. Quand elle trouve un passage, elle coule, renouvelle, agrandit. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, deviennent un point final. Ils veulent recevoir pour enfin se détendre. Ils veulent avoir pour enfin faire confiance. Ils veulent voir pour enfin être. Et cet ordre est exactement ce qui retarde tout.
Parce que la loi répond à l'être, pas au voir. Elle répond à l'identité, pas à la demande. Et c'est là que le 4e chapitre ferme le premier arc du laboratoire. Ta fonction spirituelle n'est pas de fabriquer la richesse à partir de rien. C'est de devenir un distributeur fiable de ce qui arrive. Pense comme un système. Un distributeur n'est pas la source du produit, mais il est la route du produit. Et la route reçoit plus quand elle prouve qu'elle ne bloque pas, ne falsifie pas, ne sabote pas, ne panique pas. Quand tu traites le peu comme une guerre, tu dis que tu ne supportes pas le beaucoup. Quand tu traites le peu avec ordre, gratitude, direction et joie sobre, tu dis « je suis stable, je suis canal, je suis fiable ». Et alors, la vie trouve en toi un chemin qui ne se perd pas. Voilà un secret qui renverse la fantaisie populaire de la manifestation. Ce n'est pas vouloir beaucoup, c'est supporter beaucoup. C'est avoir une structure intérieure pour le volume. C'est avoir du caractère pour le flux. Parce que sans caractère, l'abondance devient épreuve et chute. Et le laboratoire du sacré ne te donne pas du pouvoir sans te donner de la responsabilité. Alors maintenant, nouons les 3 lignes en une seule. Circulation, vide, et identité, je suis. Chaque fois que tu mets « je suis » après une sensation de peur, tu sanctifies la peur. Je suis pauvre, je suis malchanceux, je suis serré. Et le subconscient transforme ça en loi personnelle. Il ne discute pas, il construit. Le premier mouvement est de retirer le « je suis » des descriptions du problème. Tu peux avoir un moment difficile sans devenir une identité difficile. Tu peux passer par l'étroitesse sans être une personne étroite. Tu peux traverser un cycle sans transformer le cycle en nom. Et quand tu arrêtes de donner un nom, tu arrêtes de donner un trône. L'identité cesse de s'agenouiller devant les faits. Et c'est là qu'entre un réglage fin, presque invisible, mais brutalement puissant, tu apprends à parler à l'argent comme on parle à un agent de ton propre royaume. Pas avec flatterie, pas avec superstition, mais avec direction. Tu paies quelque chose et, dans le même acte, tu reconnais le flux et l'utilité. Tu achètes quelque chose de nécessaire et, dans le même acte, tu refuses la culpabilité et tu refuses la condamnation. Tu mets une part en réserve et dans le même acte, tu appelles ça liberté et opportunité, pas tragédie annoncée. Tu transformes chaque microtransaction en micro-entraînement. Et la somme de ces micro-entraînements change ton schéma dominant. Et le schéma dominant change la réalité avec le temps, parce que le temps est le four de l'empreinte. La promesse du laboratoire n'est pas un miracle facile. Elle est plus sérieuse. Si tu changes le schéma avec constance, tu commences à voir des signes de réorganisation. Parfois, c'est une réduction qui apparaît, une dette qui se résout, une idée qui surgit, un contact qui revient, une chance que tu aurais ignorée par peur. Et tu n'appelles pas ça hasard, tu appelles ça réponse du système à ton nouvel état. Tu ne t'enivres pas du signe, tu continues. Tu n'abandonnes pas la méthode parce que tu as eu une petite amélioration. Tu approfondis, parce que ce que tu veux, ce n'est pas un événement, c'est une nouvelle nature. Dans le prochain bloc, nous allons révéler l'ennemi numéro 1 du flux, la condamnation silencieuse. Cette voix intérieure qui semble réaliste, semble les pieds sur terre, mais qui est du poison pur pour le canal. Et je vais te montrer comment elle se déguise en vertu, comment elle se cache dans des conversations banales, et comment tu peux la couper sans devenir aliéné, sans nier les faits et sans tomber dans le piège de vivre dans un théâtre de positivité. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de s'illusionner. Le vrai pouvoir, c'est de diriger. Même en regardant la réalité dans les yeux, tu vas réaliser que la valve du flux ne se ferme pas quand l'argent diminue. Elle se ferme quand tu condamnes. La condamnation est le poison le plus sophistiqué de la pénurie parce qu'elle se déguise en lucidité. Elle parle avec une voix adulte, comme si elle te protégeait du ridicule, comme si elle te gardait les pieds sur terre. Mais sous ce masque, il y a une habitude d'attaque. Tu attaques la vie quand tu paies, tu t'attaques toi-même quand tu achètes, tu attaques le monde quand tu reçois peu. Et une conscience qui attaque ne soutient pas la circulation.
Parce que la circulation exige une confiance minimale dans l'ordre. Si ton système nerveux interprète chaque transaction comme une trahison, il préférera tout bloquer plutôt que risquer d'être blessé encore. Et tu appelles ça prudence, sauf que la prudence n'a pas de haine, la prudence a de la clarté. La prudence ne maudit pas, la prudence dirige. Celui qui maudit essaie de contrôler la réalité par une agressivité intérieure, comme si insulter la facture pouvait te rendre de la force. Qu'est-ce que condamner, en pratique? C'est mettre du venin dans le sens de l'acte. C'est payer en pensant « c'est injuste ». C'est acheter en pensant « je suis idiot ». C'est recevoir en pensant « ce n'est jamais assez ». C'est regarder le compte et sentir du dégoût de toi ou du dégoût du monde. Tu vois la subtilité? Le problème n'est pas la facture. Le problème, c'est le théâtre intérieur que tu joues avec elle. Et le subconscient apprend le théâtre, pas la facture. Il apprend que l'argent est humiliation, que l'argent est anxiété, que l'argent est menace. Et alors il réorganise tes impulsions, tes choix, ton courage et tes mouvements pour réduire les rencontres avec ce qu'il associe à l'humiliation. Sauf que réduire les rencontres avec l'argent réduit aussi les rencontres avec les opportunités, parce que la vie ne sépare pas les choses. La même énergie qui paie investit aussi, apprend aussi, circule aussi dans les relations, ouvre aussi des portes. Quand tu mets l'argent sur l'autel de la peur, tu sacrifies le reste avec. La guérison de ce venin n'est pas de penser positif, comme une peinture sur la rouille. La guérison, c'est un changement d'autorité. Tu dois redevenir cause. Tu dois récupérer le droit de nommer ce qui se passe. Pas en niant les faits, pas en faisant comme si le risque n'existait pas en te rendant aveugle. C'est l'inverse, c'est regarder le fait et lui retirer le pouvoir de gouverner ton identité. Tu dis en toi, calmement et fermement, il y a une sortie ici, et je choisis que cette sortie soit ordre, pas défaite. Il y a un paiement ici, et je choisis que ce paiement soit un acte de maintenance de mon monde, pas un rituel de panique. Il y a une limite ici, et je choisis que cette limite m'enseigne la focalisation, pas le désespoir. Cette posture paraît petite, mais elle change la direction de ton être. Et la direction répétée devient destin. Mais tu vas devoir traverser la zone la plus irritante, la période où tu changes à l'intérieur et où rien de magique n'arrive encore à l'extérieur. C'est là que l'ancien toi essaie de tirer le nouveau toi en arrière. Parce que l'ego déteste l'intervalle. Il déteste ne pas avoir de preuves. Il déteste planter. Il veut la récolte avant le semis, la sécurité avant la confiance, le résultat avant l'identité. C'est le même mécanisme qui fait abandonner la salle de sport à la 2e semaine. Le corps n'a pas encore changé, alors l'esprit conclut que c'est inutile. La différence ici, c'est que le corps est ta réalité, et elle aussi a besoin de temps pour se réorganiser. Le laboratoire ne te demande pas de croire sans base. Il te demande de tester avec constance. La constance est la base. Tu entres donc dans une discipline qui semble simple, mais qui est raffinée. Chaque fois que tu fais une sortie inévitable, tu entraînes une phrase intérieure qui retire la condamnation et installe la direction. Tu n'as pas besoin de théâtraliser, pas besoin de parler à haute voix, pas besoin de faire un spectacle. C'est intime, c'est un ajustement de commande. Tu paies et au lieu de « ça s'en va », tu choisis « cela maintient ma structure ». Et je me maintiens en circulation. Tu achètes le nécessaire et au lieu de « je n'aurais pas dû », tu choisis « j'administre l'essentiel » et je refuse la culpabilité comme guide. Tu mets une part de côté et, au lieu de « peur de demain », tu choisis « liberté de demain ». Et tu répètes non pour convaincre l'univers, mais pour éduquer ton subconscient, l'ouvrier silencieux qui construit tes jours. L'esprit va essayer de saboter avec une question venimeuse. Et si je me mens à moi-même? La réponse est élégante et pratique. Tu ne mens pas quand tu choisis un sens plus élevé pour un acte que tu vas de toute façon faire. Mentir serait ignorer les chiffres, ignorer les engagements, faire comme s'il n'y avait pas de conséquences. Tu ne fais pas ça. Tu choisis de ne pas empoisonner ton énergie pendant l'acte. Tu choisis de ne pas transformer la maintenance en châtiment.
Et ça, c'est de la maturité spirituelle. Parce que la maturité, c'est faire ce qui doit être fait sans se détruire intérieurement en le faisant. À partir de là, un phénomène apparaît. Tu commences à voir combien de fois ta journée est guidée par des micro-condamnations. Pas seulement avec l'argent. Avec le temps, le corps, les gens, le travail. Tu remarques que la même habitude d'attaquer le billet est celle qui attaque ton propre progrès. Et quand tu coupes cette habitude dans un domaine, elle s'affaiblit dans les autres. Le flux commence à s'ouvrir parce que tu arrêtes de saigner ton énergie pour rien. Et ne sous-estime pas ça. Beaucoup de gens ne sont pas pauvres d'argent, ils sont pauvres de force. Ils vivent épuisés parce qu'ils sont en guerre avec la vie tout le temps. La guerre constante réduit l'intelligence, réduit la créativité, réduit la vision. Quand la guerre intérieure diminue, tu recommences à voir. Et voir est la première forme de prospérité. Dans le prochain bloc, tu vas entrer dans l'engrenage plus profond. Pourquoi certaines personnes arrivent à circuler, mais circulent avec une fuite? Et pourquoi cette fuite s'appelle presque toujours compensation? Nous allons démonter la faim cachée qui te fait dépenser pour sentir que tu existes et construire un plaisir qui ne te draine pas, mais te renforce. Parce que le vrai canal n'est pas sec, il a de la joie. Mais une joie avec discipline et une discipline avec âme. Tu peux passer toute ta vie à confondre flux et fuites, et alors tu ne comprendras jamais pourquoi ton énergie disparaît. La personne dit « je dois vivre » et utilise ça comme mot de passe pour le désordre. Elle se donne des récompenses qui, au fond, sont des anesthésiants. Elle achète pour faire taire un vide, elle mange pour faire taire une angoisse, elle scrolle pour faire taire un silence, elle cherche quelqu'un pour faire taire sa solitude. Et ensuite, elle appelle ça destin, malchance, monde difficile. Sauf qu'au laboratoire, on appelle ça par son vrai nom, compensation. La compensation, c'est quand tu essaies de payer une dette émotionnelle avec un objet, et l'objet ne solde jamais. Il ne donne qu'un soulagement court et facture des intérêts sous forme de culpabilité, fatigue et regret. Et c'est une fuite qui détruit le circuit de circulation de l'intérieur, parce que tout ce qui sort ne devient pas une graine, ça devient de la fumée. Le problème ici n'est pas de dépenser. Le problème, c'est l'intention cachée. Une dépense faite pour soutenir des valeurs et une structure a une signature intérieure. Une dépense faite pour boucher un trou a une autre signature. Et le subconscient ne répond pas au montant, il répond à la signature. Il perçoit si l'acte est né de force ou de manque. S'il est né du manque, il apprend le manque. Et alors, il crée plus de situations de manque pour justifier le schéma. Pas par méchanceté, par cohérence. Tu deviens quelqu'un qui vit en se récompensant d'avoir survécu, et c'est cruel, parce que ça transforme la vie en une suite de petits effondrements suivis de petits soulagements. La personne ne grandit jamais, elle alterne seulement tension et décharge. Il y a une raison technique, ton système nerveux a besoin de décharge. Oui, mais la décharge n'est pas la même chose que le plaisir. La décharge, c'est retirer la pression. Le plaisir, c'est nourrir. La décharge peut être destructrice. Le plaisir, quand il est vrai, te laisse plus entier. Et la maturité spirituelle, c'est apprendre à distinguer les deux en toi, sans moralisme, sans jugement, sans honte. Parce que la honte est un autre poison de pénurie. La honte crée le secret crée la répétition, et la répétition crée le destin. Ce chapitre est donc une rééducation du plaisir, essentiel à la vraie prospérité. Tu ne soutiendras pas le flux en vivant comme un moine blessé qui ne sait que se nier. La négation constante accumule du ressentiment et le ressentiment crée le sabotage. Tôt ou tard, tu exploses et détruis ce que tu as construit. Ce qu'il te faut, c'est un plaisir propre. Un plaisir qui ne te facture pas de culpabilité. Un plaisir qui ne te draine pas. Un plaisir qui confirme l'identité de quelqu'un qui se respecte. Et ça change tout. Parce que quand le plaisir est propre, il ne concurrence pas la discipline. Il devient carburant. Comment appliquer ça sans en faire une liste de commandements? Tu commences à observer ton impulsion avant d'acheter. Tu n'as pas besoin de t'interdire tout de suite. Tu dois voir.
Tu demandes en toi honnêtement, je veux ça pour nourrir ou pour faire taire? Je veux ça pour construire ou pour fuir? Si c'est pour nourrir, tu planifies, tu fais entrer dans le cadre, tu choisis la qualité, tu honores l'acte et tu sens la paix. Si c'est pour faire taire, tu fais autre chose d'abord, respirer, marcher, écrire, parler à quelqu'un de fiable, revenir au corps. Tu donnes à ton système nerveux une décharge qui ne coûte pas ton futur. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en le faisant quelquefois, ton cerveau apprend qu'il existe un soulagement sans destruction. Ça, c'est une vraie reprogrammation. C'est du laboratoire, pas une jolie phrase. Et voici une loi sévère. La prospérité exige la capacité de supporter l'inconfort sans te trahir. Parce que la vie te proposera toujours de l'inconfort. Si chaque fois que l'inconfort apparaît, tu cours compenser, tu n'accumuleras jamais de force. Tu ne soutiendras jamais le vide. Tu ne laisseras jamais l'intervalle faire son travail. Tu rempliras toujours, tu dépenseras toujours ton énergie, tu te distrairas toujours. L'inconfort, au laboratoire, devient une matière d'entraînement. Non pas parce que tu mérites de souffrir, mais parce que tu veux devenir quelqu'un qui n'est pas commandé par des impulsions. Cela vaut aussi pour l'autre extrême, la personne qui n'achète rien, ne vit rien, et appelle ça vertu. Souvent, c'est un trauma déguisé en morale, une peur déguisée en sagesse, quelqu'un qui veut éviter toute erreur, et par là, évite tout progrès. Cette personne est aussi dans la compensation, mais à l'envers. Elle compense l'insécurité par le contrôle. Elle ne dépense pas parce que dépenser serait admettre qu'elle fait confiance. Elle n'investit dans rien parce qu'investir serait admettre qu'il y a un futur. Et c'est le même court-circuit, juste avec un autre visage. Le milieu du chemin est une souveraineté. Tu choisis, tu ne réagis pas. Tu administres, tu ne te punis pas. Tu profites, mais tu ne t'anesthésies pas. Et cet équilibre, répété, crée une nouvelle identité. L'identité de quelqu'un qui ne cherche à prouver quoi que ce soit à personne, ni à l'univers, ni à la famille, ni au passé. Quelqu'un qui construit une vie comme un ingénieur construit un pont, avec beauté et calcul, avec âme et structure. Dans le prochain bloc, nous allons toucher une plaie qui gouverne beaucoup de comptes bancaires sans que la personne s'en rende compte. La loyauté invisible. L'argent disparaît parce qu'à un endroit tu essaies d'être fidèle à un récit de ta maison, de ton enfance, de ton groupe. Et tant que tu ne brises pas cette loyauté, toute avancée semblera une trahison. Nous allons défaire ça avec précision, sans te battre avec ton histoire, mais sans rester prisonnier d'elle. Il existe une pauvreté qui n'est pas un manque de ressources. C'est un manque de permission intérieure. La personne pourrait grandir, gagner plus, circuler plus, mais quelque chose en elle passe en alerte. Comme si prospérer, c'était abandonner quelqu'un. Comme si monter, c'était humilier. Comme si avoir, c'était trahir. Et ce n'est pas de la sensiblerie, c'est de la programmation, c'est la loyauté invisible. C'est quand ton subconscient choisit l'appartenance plutôt que la prospérité, parce que pour lui, appartenir, c'est survivre. Si autrefois appartenir signifiait être en sécurité dans la tribu, le cerveau a appris que tout ce qui te distingue peut t'expulser. Et il préfère te garder petit et accepter que grand et seul. Voilà l'un des engrenages les plus silencieux derrière le « je m'approche » et quelque chose arrive. Tu remarques cette loyauté dans des phrases qui semblent humbles mais portent la peur. Des gens comme nous n'ont pas ça. Dans ma famille, personne n'est devenu riche. Si je gagne plus, je vais changer et je vais devenir mauvais. L'argent corrompt. Mieux vaut peu, mais avec la paix. Parfois, ce sont des phrases auxquelles tu ne crois même pas consciemment, mais qui activent un état dans le corps. Un serrage, une culpabilité, un malaise quand on te félicite, une envie de te justifier quand tu achètes mieux. Et cet état est un frein. Tu ne freines pas parce que tu manques de capacité. Tu freines parce que ton système interprète l'avancée comme un risque de perdre l'amour. C'est là que le laboratoire du sacré exige du courage émotionnel. Parce que rompre une loyauté invisible, ce n'est pas manquer de respect à ta famille.
Ce n'est pas cracher sur le passé, ce n'est pas devenir arrogant, c'est mûrir, c'est comprendre que tu peux honorer ton origine sans répéter ses limites. Tu peux aimer des gens sans copier leurs peurs. Tu peux porter de la gratitude pour ce que tu as reçu et, malgré tout, construire une vie différente. Mais ça exige une redéfinition intérieure. Prospérer, ce n'est pas abandonner, c'est élargir. Prospérer, ce n'est pas marcher sur quelqu'un, c'est augmenter ta capacité à servir, protéger, créer, choisir. Prospérer, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir capable. Le subconscient a besoin de ce pont éthique, car si en toi, la prospérité est associée à la culpabilité, tu saboteras pour soulager la culpabilité. Saboter devient une façon de rentrer à la maison. Ça semble fou, mais c'est courant. La personne progresse et peu après, dépense sans sens, perd une opportunité, crée un conflit, retarde une facture. Pas parce qu'elle ne sait pas faire, mais parce qu'elle a besoin de sentir qu'elle appartient encore à l'ancien monde. L'ancien monde, même douloureux, est familier. Le nouveau monde est inconnu. Et l'inconnu fait peur au corps. Alors, l'expérience ici est un rituel intérieur de permission, mais basé sur le vrai, pas sur la fantaisie. Tu commences à entraîner une idée simple. Je peux aller plus loin et rester moi. Je peux avoir plus et garder du caractère. Je peux faire circuler plus et continuer d'aimer. Je peux grandir et rester digne d'appartenir. Et avec ça, tu entraînes une autre idée plus tranchante. Mon appartenance n'est pas achetée par ma limitation. Je n'ai pas besoin d'échouer pour être accepté. Je n'ai pas besoin de me diminuer pour être aimé. Ça a l'air beau, mais c'est une lame qui coupe une vieille chaîne. Mais cette chaîne ne se coupe pas seulement avec des mots. Elle se coupe avec de petites actions cohérentes qui prouvent à ton subconscient que rien de terrible n'arrive quand tu te permets. Tu améliores une habitude et tu tiens. Tu organises ton argent et tu tiens. Tu fais payer ton service avec dignité et tu tiens. Tu dis non à une dépense impulsive et tu tiens. Tu investis pour apprendre quelque chose et tu tiens. De petites preuves. Parce que le subconscient ne fait pas confiance au discours. Il fait confiance au schéma répété. Et chaque schéma répété est comme une signature au bas du contrat de ton identité. À partir de là, un nouveau type de résistance apparaît. La résistance de l'environnement. Des personnes qui te connaissent dans une ancienne version peuvent être déstabilisées quand tu changes. Elles peuvent se moquer, provoquer, essayer de te tirer vers le personnage de toujours. Et alors, tu as un choix. Revenir pour être confortable aux autres ou rester pour être fidèle à ta mission. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de direction. Le canal a besoin de direction. Sans direction, le flux devient chaos ou stagnation. Tu vas aussi remarquer que quand la loyauté invisible commence à se briser, ton argent ne change pas seulement par chance, mais parce que tu changes de niveau de courage. Beaucoup perdent de l'argent par manque de courage, de négocier, de demander une augmentation, de dire « voilà mon prix », de couper des relations qui drainent, de couper des habitudes petites mais qui additionnent une hémorragie. Le courage est un facteur économique. Et quand la culpabilité diminue, le courage augmente. Et quand le courage augmente, le monde répond. Dans le prochain bloc, nous allons construire ce que j'appelle la liturgie du canal, une séquence quotidienne simple, sans mysticisme théâtral, qui stabilise ton esprit et t'empêche de retomber dans l'ancien mode survie. Et je vais te montrer pourquoi le vrai « je suis » n'est pas une phrase pour attirer des choses, mais un poste de commandement pour administrer l'énergie. Quand tu comprendras ça, la prospérité cessera d'être un désir et deviendra une conséquence. Tu n'as pas besoin d'un grand rituel pour changer une vie. Tu as besoin d'un petit rituel répété avec vérité. Le problème, c'est que la plupart veulent la transformation sans répétition. Ils veulent un tournant, un signe, un événement qui remplace la discipline. Mais la loi du subconscient est humble et implacable. Ce que tu répètes, tu le deviens. Ce que tu deviens, tu le vis. Et cela vaut pour la prospérité, pour l'amour, pour la santé émotionnelle. Alors, ce chapitre est la liturgie du canal.
La façon dont tu commences et termines tes jours détermine la qualité de ton flux, parce qu'elle détermine la qualité de ton état. Tu te réveilles et le monde n'a pas encore eu lieu. Mais en toi, il y a déjà un climat. Et ce climat est le premier acte de création. Si tu te réveilles et penses immédiatement « on y retourne », tu viens de signer le contrat du même cycle. Si tu te réveilles et choisis un commandement simple, tu changes le point de départ. Pas besoin d'euphorie, besoin d'autorité. Tu choisis un « je suis » qui ne décrit pas le problème, mais la posture. Je suis quelqu'un en circulation. Je suis quelqu'un de discipliné. Je suis quelqu'un guidé par la clarté. Je suis quelqu'un qui administre l'énergie avec respect. Ce « je suis » est la barre, pas pour impressionner l'univers, mais pour positionner ton esprit. Ensuite, tu fais une chose qui semble petite, mais devient l'axe du jour. Tu décides la destination de ton argent avant que l'impulsion ne décide à ta place. Tu n'as pas besoin de tableaux complexes pour commencer. Tu as besoin d'une intention structurée. Tu définis, même simplement, ce qui est essentiel, ce qui construit et ce qui est plaisir. Et le plaisir n'est pas éliminé, il est purifié. Quand tu décides ça tôt, tu empêches l'anxiété de devenir une caisse enregistreuse. Parce que l'anxiété adore décider le soir, fatigué, avec le corps qui réclame du soulagement. Et les décisions fatiguées sont souvent des décisions chères. Puis, tu entraînes l'acte le plus rare dans un esprit en pénurie, remercier sans supplier. Beaucoup remercient comme s'ils essayaient de convaincre une force extérieure de donner plus. C'est du désespoir déguisé. Ce que tu entraînes ici, c'est la gratitude comme reconnaissance d'ordre. Tu remercies pour ce qui soutient ta structure aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait. Tu remercies parce que ça met ton esprit dans l'état « il y a une base ». Et là où il y a base, il y a construction. Là où tout est menace, tout devient fuite. Au fil de la journée, la liturgie apparaît dans les micro-instants. Quand tu vas payer quelque chose, tu coupes la condamnation. Quand tu reçois quelque chose, tu coupes la méfiance. Quand tu refuses une impulsion, tu ne te punis pas, tu t'honores. Tu commences à ressentir du plaisir à être quelqu'un qui se tient parole. Et c'est immense, parce que le plus grand luxe, c'est se faire confiance. Beaucoup veulent de l'argent pour se sentir en sécurité, mais ne voient pas que la vraie sécurité est intérieure. Savoir que tu ne vas pas t'abandonner. Quand tu apprends ça, ton champ change. Tu paniques moins, tu ne te vends pas à bas prix. Tu n'acceptes pas des miettes par peur. Et ça, en pratique, change les revenus, change les choix, change les relations. Et ici, je dois poser une limite claire pour te protéger de l'auto-illusion. La liturgie du canal ne remplace pas la responsabilité concrète. Si tu as des dettes, cherche à t'organiser, négocier, demander l'aide de quelqu'un de qualifié et n'utilise pas la spiritualité comme excuse pour ignorer les conséquences. La loi n'est pas une excuse pour l'irresponsabilité. C'est un outil pour gagner en lucidité et discipline et prendre de meilleures décisions. Le laboratoire, c'est exactement ça. Unir l'invisible et le visible. État intérieur et action extérieure. L'un sans l'autre devient fantaisie ou désespoir. En fin de journée, tu fais la clôture et ça fait partie du flux. Tu révises sans t'attaquer. Tu vois où ça a fui, où c'était propre, où c'était impulsif, où c'était ferme. Tu ne condamnes pas, tu corriges. La correction sans condamnation maintient le canal ouvert. La condamnation ferme, la correction ouvre. Et petit à petit, tu cesses d'être quelqu'un qui essaie de prospérer. Tu deviens quelqu'un qui opère la prospérité comme un mode d'être. Et vient alors le moment le plus important que presque personne ne comprend, le repos. Celui qui vit en pénurie croit que se reposer est dangereux parce qu'une menace arrive toujours. Mais le vrai repos est un signe de confiance. Pas de naïveté, de confiance entraînée. Quand tu te reposes sans culpabilité, tu prouves au subconscient que le monde ne s'effondre pas. Tu permets la réorganisation. Tu permets la créativité. Tu permets aux idées d'apparaître. Et les idées sont de la richesse avant de devenir de l'argent. Dans le prochain bloc, nous allons entrer dans le vrai climax de cette série. Pourquoi, quand tu commences à changer,
La vie semble parfois tester plus fort, comme si tout empirait avant de s'améliorer. Ce n'est ni punition ni force du mal. C'est un phénomène d'ajustement de schéma. Je vais te montrer comment traverser cette phase sans perdre ce que tu as construit et comment reconnaître les signes que le flux s'ouvre vraiment, non comme euphorie, mais comme stabilité.